Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Fabienne de la Bussière, romancière, qui a choisi de redonner une voix à une histoire aussi incroyable que méconnue, celle de l'île Tromelin. Bonjour Fabienne de la Bussière. Bonjour Marie-Jo. Alors aujourd'hui, nous allons voyager loin, très loin même, jusqu'au cœur de l'océan Indien, parce qu'en 1761, le Till, un navire français qui devait apporter des marchandises de Madagascar à l'île de France, actuelle île Maurice, s'échoue sur les récifs de Corrèze qu'on appelait alors l'île de Sable. À son bord, il y avait aussi 160 esclaves malgaches, achetés illégalement par le capitaine Lafargue et enfermés dans la cale. Et lors du naufrage, environ 20 marins français et 80 esclaves périssent noyés. Et il y a 180 survivants qui se retrouvent prisonniers de cet îlot de à peine 1 km², en fait. 700 mètres sur 1700. Minuscule. Minuscule, balayé par des vents incessants et des cyclones avec une végétation rare et rabougrie. Et les marins parviennent à construire une embarcation de fortune et repartent, promettant de revenir chercher les esclaves abandonnés puisqu'il n'y avait pas assez de place, en fait, sur l'embarcation. Et ce retour n'aura lieu que 15 ans après. Et qu'est-ce qu'ils découvrent 7 femmes et un bébé. C'est bien ça? Voilà l'histoire. Et c'est rien qu'on le raconte comme ça, on est un peu bouleversé, on va dire. Et c'est pourquoi vous êtes là, Fabienne de la Bussière, parce que vous avez écrit un roman s'inspirant de cette histoire vraie. Je dirais même 2 romans, 2 tomes. Il y a d'abord celui qui est nous, survivants de l'île de Sable. Et ensuite, il y a Van Mezen, l'héritier de l'île de Sable. Alors, Fabienne, après avoir entendu, on va dire, ce récit incroyable, on a envie juste de savoir, mais qu'est-ce qui, dans votre parcours, peut-être que vous allez nous dire votre parcours, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur cette histoire oubliée? Quand j'ai découvert cette histoire, c'était en vacances, c'était une exposition organisée par l'Office du tourisme de d'Agde. Et donc, je passe devant et je vois les esclaves oubliés de l'île Tromelin. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, on est allé voir et j'ai découvert toute cette histoire et ça m'a bouleversée et ça m'a passionnée. Au-delà d'être bouleversée, j'ai vraiment été passionnée parce qu'après, j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur le sujet. Et dans mes lectures, je me suis rendu compte que peu de gens avaient écrit de la voix des Malgaches. Et moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de, voilà, comme vous disiez, de donner aux Malgaches la parole pour raconter cette histoire. Parce qu'il y a une équipe de chercheurs français qui a donc fait les fouilles là-bas pour comprendre comment ils ont pu survivre pendant 15 ans. Pas tous, puisqu'ils étaient 70 au départ, à la fin, ils n'étaient plus que 7. Et donc, je me suis documentée beaucoup et j'ai imaginé. Et l'histoire en elle-même, vous avez raison, elle est déjà extraordinaire. Parce que par 2 fois, il y a eu des bateaux qui ont essayé de venir les sauver et qui n'ont pas réussi. Par 2 fois, il y a des radeaux qui sont partis avec des gens. Et donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi ils ne sont pas tous partis? Donc, j'ai imaginé qu'il y avait un conflit. Qu'est-ce qui pouvait… Moi, je suis beaucoup dans le ressenti des gens. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'ils ont ressenti, ces gens-là, sur cet îlot qui fait 1,5 km sur 800 mètres. Il n'y a pas d'eau, il y avait juste une source d'eau saumâtre. Il y avait uniquement du pourpier qui poussait. Donc, c'est ce qui leur a permis de ne pas tous mourir du scorbut. Bref, il y avait déjà des conditions extraordinaires et ça m'a passionnée. Voilà. Oui, alors cette passion, en fait, ça a été, c'est parti de cette exposition. Vous avez pu vous documenter, vous m'avez dit tout à l'heure, gros travail, j'imagine, avec des chercheurs ici en France, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des équipes qui ont fait plusieurs campagnes de fouilles parce qu'on n'a pas le droit d'aller sur cette île. C'est un avant-poste pour surveiller les cyclones de l'océan Indien. Et donc, j'étais en contact avec Max Guérou, qui était responsable de ces expéditions. Et donc, c'est lui aussi qui m'a permis de trouver tout ce qui avait été écrit sur cette histoire. Voilà.
Et donc, vous avez imaginé, j'ai du mal à me dire comment vous avez fait en fait entre imaginer ce qui aurait pu se passer, ce qui a bien pu se passer sur cette île, en vous appuyant sur quand même les découvertes des fouilles archéologiques, les documents. Il y a plusieurs ouvrages qui ont déjà été écrits, j'ai vu. Comment vous avez fait en fait? Donc moi, mon histoire, le premier tome, ça démarre. Donc comme vous l'avez expliqué, les Français ont reconstruit un bateau à partir de l'épave et sont partis en promettant aux Malgaches de revenir les chercher. Et en fait, comme c'était des esclaves clandestins, vu la politique, la politique compliquée entre les Français et les Anglais à l'époque dans l'océan Indien, ils sont pas revenus avant 15 ans. Et donc, comment s'inspirer de ça? Parce que quand j'ai lu vos romans là, vous mettez en fait, il y a plusieurs personnages hein, qui parlent dans le premier roman au moins, et même dans le deuxième aussi, et dire bon là, elle se met à la place dans la tête, voilà quoi. J'aimerais tellement comprendre comment ça marche, ça, comment vous l'avez vécu vous-même. Alors moi, je lis beaucoup et j'aime beaucoup les livres qui sont écrits à plusieurs voix. C'est-à-dire, il y a un chapitre qui est écrit par un personnage qui explique bien son ressenti, un autre chapitre par un autre personnage, et c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai écrit, effectivement, il y a 4 personnages différents qui écrivent, dont une petite fille qui va grandir et à la fin qui sera adulte. Et donc, moi, j'adore me mettre à la place des gens, imaginer leurs ressentis. Et puis aussi, ce qui m'intéressait, c'est de se dire, bon, est-ce qu'ils ont vraiment tout le temps attendu qu'on aille les chercher ou est-ce qu'ils n'ont pas essayé de recréer une petite société, une petite communauté? Parce que oui, ils étaient dans la misère, mais au moins, ils n'étaient pas dans l'esclavage. Et donc, j'ai imaginé que peut-être certains se disaient, on est un petit peu dans la misère, mais au moins, on est libre sur notre île. Et d'ailleurs, le sous-titre de mon livre, c'est « Nous Sini Falahana ». Et donc, c'est l'île de la liberté, quoi, l'île de la liberté. À un moment, il lui donne un nom, d'ailleurs, il dit c'est l'île de la liberté. Mais certains sont partis quand même. Hein. Il y a eu un premier départ en radeau à 18 personnes et un deuxième départ avec 6 personnes, dont un marin français qui s'est retrouvé coincé avec eux sur ce petit îlot parce que quand un bateau est venu les chercher, ils ont mis une chaloupe à l'eau pour venir chercher les survivants. La chaloupe s'est renversée. Il y a un marin, ça c'est tout vrai, c'est incroyable, c'est déjà incroyable en soi-même. Un marin a réussi à regagner le bateau et l'autre marin s'est retrouvé coincé avec les Malgaches sur l'îlot. Et donc, il est parti, ce Français, il est parti avec une autre série avec 6 personnes sur un radeau. Et par contre, les 2 radeaux qui sont partis, on n'a eu aucune nouvelle. On suppose qu'ils sont morts en mer. D'accord, ok. Le fameux Antoine, donc, qui est resté quelques... Voilà. Que j'ai appelé Antoine, en fait, on ne savait pas comment il s'appelait. Oui, il y a une personne dans mon histoire qui a le vrai nom, c'est Tsimiavou. Elle a vraiment existé. Elle fait partie des survivantes, Tsimiavou. Et donc, je lui ai donné son nom. Et les autres, ce sont des personnages inventés. Donc, il y a pas mal de personnages, parce que comme il y en a beaucoup qui meurent, bien sûr, avec les cyclones, on sait par exemple qu'ils ont construit des abris avec des murs en pierre, en corail, en pierre de corail, ramassés sur la plage, de 3 mètres d'épaisseur. Alors qu'à l'époque, pour les Malgaches, et pendant longtemps ça a été comme ça encore, c'était interdit de faire les maisons en pierre. Les pierres, c'était réservé aux tombeaux. Donc, eux, ils ont bravé leur culture, ils ont changé, ils ont évolué pour pouvoir survivre. Voilà. Oui, ils ont changé un peu leur point de vue avec des cyclones incessants, il fallait bien s'abriter et tout. C'est assez passionnant à voir. Et puis, il y a les personnages qui évoluent aussi. Hein. Vous avez surtout aussi donné la voix à Tsimiavou, justement. Voilà, qu'est-ce qu'elle raconte, Tsimiavou? Juste quelques petits indices pour nos lecteurs ou futurs lecteurs de vos 2 romans. Alors, au début, c'est une petite fille. Donc, quand elle arrive, elle est toute petite.
Et à un moment, ce qui est terrible, c'est que, bon, j'imaginais qu'elle perdait son frère dans un cyclone. Et après, elle le voit, elle imagine qu'il est toujours là sous forme de poisson. Et donc, quand elle va au bord de l'eau, elle imagine qu'il est toujours là. Et après, elle grandit. Et à la fin, donc, je ne raconte pas tout, hein, mais à la fin, elle adopte le bébé d'une femme qui meurt en couche, hein, parce que bon, il y a beaucoup de femmes qui ont accouché de bébés là-bas, mais les bébés n'ont pas survécu, puisqu'à la fin, il y avait un seul bébé. Voilà. Et j'imagine qu'elle l'adopte, puisque sa maman disparaît pour cet événement. Ok. C'est en 2 tomes. J'ai presque envie de vous dire, mais qu'est-ce qui n'a pas été raconté dans le premier livre pour qu'il y ait une suite comme ça? Parce que déjà l'histoire en elle-même, hein, elle est très sympathique. Et bien, quand j'ai écrit ce livre, donc j'étais en auto-édition, et puis j'ai offert ça à ma famille, je l'ai vendu à des amis aussi, et on m'a dit, mais que sont devenus ces survivants? Et donc, effectivement, il y avait la matière à faire un 2e tome, puisque qui est devenu notamment le bébé de l'histoire. Oui. Et on sait qu'ils ont été récupérés par le gouverneur de l'Île-de-France, qui est l'île Maurice actuellement, qui les a gardés 10 ans chez lui. Et après, il est reparti en France. Lui, il a été nommé en France. Et quand il est reparti, ils ont disparu dans la nature. Et donc, mon 2e tome, il part de ce moment-là, le moment où le gouverneur rejoint la France et laisse sur l'Île-de-France, sur l'île Maurice, le bébé devenu un petit peu grand et qui a reçu une éducation française, puisqu'il était logé par le gouverneur, et les quelques femmes qui ont survécu encore. Donc, on est 10 ans après le sauvetage. Je commence mon 2e tome là, et j'imagine la vie du bébé devenu grand. Il va apprendre à être planteur. Et ça se passe, ce qui était intéressant, c'est que ça se passe au moment de l'abolition de l'esclavage, qui ne s'est pas faite en un jour, qui a été très compliqué, il y a eu plein de soubresauts, notamment en 1789, avec la Révolution française. L'esclavage a été aboli en France, mais là-bas, ils n'en avaient rien à faire. Ils continuaient allègrement à faire de la traite, à utiliser l'esclavage. Et donc, là, je me suis encore plus documentée que pour le premier, je dirais, pour que ce soit vraiment un roman historique ancré dans l'histoire, puisqu'il y a des événements où je fais participer mon héros, et puis parfois, j'ai dû transformer mon histoire pour que ça corresponde, puisque je l'ai fait revenir à Madagascar à un moment. Je ne raconte pas tout. Et donc, j'ai dû transformer, inverser des choses pour que ça colle à l'histoire réelle. Voilà. Donc, il y avait encore à raconter, si. Et que disent les archives, en fait, sur ce retour? Est-ce que c'est documenté aussi, leur retour, beaucoup par retour, finalement, mais c'est moi qui ai imaginé. Parce que, je vous dis, ces gens, ils ont disparu dans la nature. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a quelques années, Max Guéroux m'avait expliqué qu'il y a quelques années, une dame l'avait appelé en disant « Je m'appelle Lutil. Mon nom de famille, c'est Lutil. » Et donc, on peut supposer que ce soit une descendante de ce naufrage, de cette histoire. Mais cette dame, elle n'en savait pas plus. Donc là, c'est complètement imaginé. Et moi, ce que j'ai souhaité, c'est qu'ils reviennent à Madagascar et qu'ils essayent de s'établir à Madagascar. Et la fin du 2e, c'est quand Van Mezan est très vieux et qu'il est revenu à Madagascar. Il va même rencontrer le roi Radam Ier, parce que ce qui était intéressant, c'est que c'est l'époque où Radam Ier a mis la langue malgache avec l'alphabet latin. Et donc, je donne un petit rôle. En vrai, c'est pas vraiment, c'est plutôt des Anglais qui ont joué un rôle là-dedans, mais je donne un petit rôle à mon héros dans la mise par écrit de la langue malgache. Quelle imagination, Fabienne! Imagination foisonnante, hein, avec toutes les recherches, les documents
les documents que vous avez pu compulser, on va dire, analyser aussi. Vous êtes allé à Madagascar, là, en 2025. Est-ce que vous avez croisé des gens qui connaissaient cette histoire en tant que malgache, hein, parce qu'il y a c'est une histoire française et malgache en même temps. Hein. Est-ce que les malgaches connaissent cette histoire de l'île Tromelin? Tromelin, d'ailleurs, c'est le nom qui a été donné, parce que c'était le nom qui a du été capitaine. donné à l'île parce que le bateau qui a sauvé les survivants, les 7 survivants, était dirigé par le capitaine de Tromelin. Voilà, c'était son nom. Donc voilà. Eh bien, pas grand monde à Madagascar ne connaît cet épisode. C'est des Réunionnais que j'ai rencontrés à un moment. Il y avait des chambres d'hôtes avec table d'hôtes. Et là, les Réunionnais avaient entendu parler de cette histoire. Les Malgaches, pas forcément. Bon, ben, il y a plein d'autres événements dans l'histoire de Madagascar. Hein. Mais donc, effectivement, je suis allée à Madagascar avec mon mari cet été parce que Madagascar est venu à moi par cette histoire, mais il fallait quand même que j'aille à Madagascar découvrir vraiment ce pays. Ouais. Et c'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec votre roman, mais quand même, est-ce que ça vous a inspiré pour un troisième tome, un troisième ouvrage? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Il faut que ça mature dans ma tête. Pourquoi pas, oui, imaginer encore autre chose. Là, pour l'instant, je digère, j'atterris encore de mon voyage. Donc, mais oui, pourquoi pas, on verra. Oui. Je ne suis pas écrivain à la base, hein, je suis enseignante, mais c'est vraiment aussi ça a été l'occasion pour moi de découvrir le plaisir d'écrire, vraiment. Ok. On va dire quand vos lecteurs referment vos livres, vous avez envie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils ressentent, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils emportent avec eux de ces livres-là? Alors, j'aimerais qu'ils soient émus par cette histoire, hein, parce que c'est une histoire vraiment bouleversante. Et puis, c'est aussi, bien sûr, un plaidoyer contre l'esclavage. Hein. Voilà, moi, j'ai une grande sensibilité par rapport à ces questions-là. Et bon, mes parents, ils me l'ont dit, « Ouh là là, on te reconnaît dans tes pages, on reconnaît ton caractère engagé. » Et c'est vrai que c'est un plaidoyer contre l'esclavage et contre toute forme d'exploitation des gens, voilà. Et cette inégalité, ce pauvre Fanmezan, par exemple, il ne comprend pas pourquoi lui, il est noir, mais il est libre, et il doit faire travailler dans sa plantation des gens qui sont noirs et qui sont esclaves. Et pour lui, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et après, sa sœur, qui a un bébé avec le maître, bon, le bébé, il est tout blanc, il ressemble beaucoup au maître en plus, et donc, lui, quel est son statut ? Donc, il y a quand même des aberrations dans cet esclavage-là, et puis des horreurs qu'on faisait aux gens. Hein, donc, c'est vraiment un plaidoyer contre ça. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui connaissent pas encore cette histoire Tromelin, au-delà du plaidoyer esclavage, etc. Si vous devez donner une image, une ou deux images par rapport à cette histoire de l'île Tromelin que vous avez envie de partager avec. C'est une belle histoire de survie. C'est une belle histoire de survie. C'est la survie en plus en vase clos, hein, en milieu vraiment très petit où il faut faire des concessions pour s'entendre. Et ça montre aussi comment on est un petit peu, malgré nous, ballotté par l'histoire. Hein. On est entraîné dans l'histoire. On croit qu'on maîtrise sa vie, mais en fait, tout dépend à quelle époque et à quel endroit on est et on vit. Hein. C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, notamment en allant à Madagascar. Voilà, selon l'endroit où on est, on n'a pas les mêmes conditions de vie, pas la même histoire, pas la même façon de concevoir la vie aussi. Ok, vous êtes enseignante, Fabienne, de la Bussière. Est-ce que vous avez un projet par rapport à ce livre-là, de faire connaître cette histoire aussi bien ici en France qu'ailleurs, en dehors de la France, Madagascar, mais ailleurs aussi? Alors, dans mon village, à côté de Lyon, j'ai la chance d'avoir des voisins, elle est malgache,
Et donc, on a peut-être un projet avec la mairie de faire une semaine sur le thème de Madagascar avec des spectacles. Elle est chanteuse en plus, elle chante en malgache, elle est d'origine sakalave. Et donc, on a peut-être une possibilité de faire vivre et de faire connaître pas seulement cette histoire, mais aussi toute la culture malgache au village et aux gens alentours. Voilà. Et peut-être, j'aurais peut-être aussi un projet pour travailler, alors je ne sais pas comment ça va pouvoir se faire, mais travailler avec une école de Madagascar, puisque j'ai rencontré quelqu'un dans l'avion dont la fille était maîtresse d'école à Andasibe, et il y a peut-être matière à faire quelque chose, sauf que, vous savez bien, les moyens numériques là-bas, ce n'est pas les nôtres, donc il va falloir un petit peu que je réfléchisse sous quelle forme ça pourrait se faire. Ok. Bon, nous arrivons au terme de cette interview, on va dire, un échange passionnant. Ça donne juste envie d'aller voir comment l'histoire rencontre un petit peu le roman aussi, quoi. Comment on peut se procurer vos deux livres? Alors, je suis en auto-édition sur un site qui s'appelle Cool Libri. Donc, mais si vous tapez mon nom sur Internet, vous trouvez, vous tapez le nom, le titre du livre, vous me trouvez. En fait, je suis sur ce site et les livres sont en vente sur ce site. Voilà. Après, ils ne livrent qu'en France. Hein. Mais si c'est pour des gens qui habitent Madagascar, j'offre volontiers le livre en PDF. Il n'y a pas de problème. Ça, je l'offre à qui me demande sur mon adresse mail. Voilà. Ok. Merci infiniment Fabienne de la Bussière, romancière, on va dire, qui s'est inspirée d'une histoire complètement extraordinaire de l'île de Tromelin. Et bientôt, peut-être une séance de dédicace. C'est samedi 27, le matin, 27 à la médiathèque de Colombier-Saunieux. J'habite Colombier-Saunieux, c'est juste à côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Et voilà, là, je fais une séance dédicace. Et il y aura en plus des photos de mon voyage. Ok, super. Veluma, Fabienne de la Bussière. Veluma, mankasitchaka.